enchaîner. Merci beaucoup, mon général. Monsieur le Président Bourlange, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur que d'intervenir à nouveau devant votre commission. Je commencerai tout d'abord par rappeler qu'il est nécessaire d'être extrêmement prudent sur la lecture de cette guerre. Les informations restent contradictoires, fragmentaires et avec le général Gomard que l'écart entre les appréciations de situation au sein des états-majors et les lectures extérieures qui en sont faites divergent grandement, y compris chez nous. Et donc, il faut se garder de conclusions définitives. Alors, je vais lire mon papier façon briefing du CEMA, du chef d'état-major des armées, à 8 heures, pour être plus sûr de tenir mon créneau. Voilà, donc je m'en suis désolé. Le général Zalouzny a expliqué en novembre dernier que les technologies actuelles favorisant la défense plaçaient la confrontation dans une guerre de position qui, selon lui, constitue une impasse. Cet affrontement attritionnaire ferait à long terme le jeu d'une Russie aux ressources supérieures à celles de l'Ukraine. Depuis la suspension de l'aide américaine, l'assèchement des ressources en munitions qu'elle implique sur le terrain, les possibilités accrues de progression russe qui en résultent, font craindre à beaucoup une conclusion accélérée des hostilités. Cela étant, ne nous y trompons pas. Les Russes eux-mêmes semblent avoir réalisé qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre dans les prochains mois. Plusieurs sources estiment que Moscou viserait l'atteinte de son but de guerre, donc là je suis entièrement d'accord avec le général, l'annihilation de l'État ukrainien et par la même occasion une défaite majeure du système de sécurité transatlantique à l'horizon 2026. Quant à l'Ukraine, quand bien même elle parviendrait à éviter trop de pertes de terrain ces prochains mois, la régénération d'un potentiel lui permettant de reprendre l'initiative opérationnelle sur le front est au mieux une perspective distante. La guerre d'usure devrait donc se poursuivre. Alors, il importe donc de prendre la mesure de la soutenabilité de cette guerre pour les deux belligérants. On abordera 4 paramètres militaires essentiels: le volet humain, le volet matériel, que je vais développer plus largement, et les volets moral et mental. Commençons par les hommes. Avec plus de 470 000 soldats déployés en Ukraine, contre 320 000 environ il y a un an, selon le renseignement ukrainien, la Russie a démontré en 2023 qu'elle avait été en mesure de compenser ces pertes énormes, lesquelles probablement approchent les 400 000 hommes, toutes causes confondues. Toutefois, la soutenabilité de ce que l'on appelle la crypto-mobilisation russe actuelle, faisant flèche de tout bois, faute de volontaires, reste une question ouverte. Tout comme un nouvel effort de mobilisation massive par Vladimir Poutine, option jugée par beaucoup comme particulièrement sensible politiquement, mais je pense que Tatiana y reviendra dessus tout à l'heure. Les forces armées ukrainiennes comptent pour leur part environ 600 000 hommes. Mais rien ne filtre sur l'état des effectifs réels engagés sur le front, où elles semblent maintenant en infériorité numérique notoire, ce qui obère la capacité à régénérer le potentiel. De fait, leurs pertes sont également lourdes. Alors là, il y a la base UAL-6 qui parle de plus de 42 000 morts, quoique largement inférieure à celle des Russes en valeur absolue. Rétablir la situation n'est pas aisé, car le flux de volontaires a fini par se tarir également là-bas. La soutenabilité de l'effort est aussi donc un enjeu politique pour Kiev. Alors le général a parlé de la loi d'abaissement de l'âge de la mobilisation. On peut penser que la loi est surtout problématique, mais ça, je pense que Tatiana reviendra aussi dessus, pour les questions notamment de limitation des échappatoires à la mobilisation. En tout cas, le processus est assez long, mais on peut penser néanmoins qu'une fois cette loi votée et exécutée, Kiev devrait parvenir à combler au moins partiellement ses pertes en 2024. Cela étant, à plus long terme, beaucoup, à commencer par le général Zalouzny lui-même, craignent que l'Ukraine atteigne des limites physiques à la mobilisation de sa population plus rapidement que la Russie. Vient ensuite la question des armements, sur laquelle je vais m'arrêter plus longuement. Sur ce plan, un facteur essentiel va dicter la confrontation. En l'état, à la différence des deux conflits mondiaux, ni l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, ni la Russie ne disposent des capacités de production de nouveaux matériels et munitions nécessaires à la soutenabilité du combat de haute intensité tel qu'il se présente jusqu'à maintenant. Sauf en ce qui concerne les drones, qui sont largement basés sur les technologies duales et dont la production explose dans les deux camps. Par exemple, la seule bataille d'Avdiivka a coûté aux Russes des pertes en chars et en blindés supérieures à ce qu'ils ont produit de neuf en 2023. Cette guerre reste donc encore pour un certain temps un affrontement de stock.
70 à 90% des 1500 chars et 2400-2500 blindés reçus par l'armée russe en 2023, selon les chiffres donnés par le ministre de la Défense russe Shoigu, sont en réalité des restaurations de matériel stocké. On le voit d'ailleurs aussi du côté ukrainien, avec l'affiche sur le champ de bataille de l'arrêt des livraisons de munitions tirées des stocks américains et les efforts actuels menés par les Tchèques pour mobiliser de nouvelles ressources. Deux questions se posent à partir de là. Les stocks de Moscou sont-ils suffisants pour continuer encore longtemps à alimenter le front? Première question. Deuxième question, les capacités de production de la base industrielle de défense russe, la BID, connaissent-elles une évolution telle qu'elle permettrait de prendre le relais des stocks une fois ceux-ci épuisés? Dans les deux cas, on ne peut rien conclure, mais rien n'est moins sûr. Tout d'abord, notons que les tactiques utilisées et la supériorité des matériels occidentaux entraînent chez les Russes des pertes plusieurs fois supérieures à celles des Ukrainiens, ce qui tente à niveler les taux d'attrition réels de chaque camp, la donnée qui importe réellement. Ensuite, les Russes ont déjà consommé probablement leur pain blanc en matière de stock. Si l'on fait une moyenne sur la base des études par imagerie, on peut estimer que Moscou a déstocké en moyenne environ 40% des armes lourdes, chars, blindés, conservés dans ses grandes bases de réserve, et même plus de 50% en ce qui concerne l'artillerie. Alors restant à ces 40%, en fait, ils recouvrent dans la plupart des cas l'essentiel des matériels les mieux entretenus et les plus récemment stockés. Rappelons que la stratégie de modernisation des forces russes, lancée en 2008, s'est faite au détriment de la maintenance, voire de l'existence même d'une part très importante de ces énormes stocks hérités de la guerre froide, qui avaient été déjà passablement abîmés pendant la décennie 90. Ça signifie que parmi les matériels restants, une part n'est probablement pas restaurable, on en voit déjà certains exemples, et qu'une autre le sera avec beaucoup plus de difficultés. Passer par exemple un char non entretenu à restaurer, si jamais c'est possible de le faire, passe 1 mois, 2 mois à l'usine et pas quelques jours ou quelques semaines. Ça signifie que parmi les matériels restants, la nature et les proportions de types de matériel alignés par les Russes sur le terrain, analysés à partir des pertes visuellement confirmées, témoignent de ces tendances. Quid alors des productions de la BID russe et surtout de leur dynamique? Pour commencer, à mon sens, moi je suis extrêmement dubitatif devant l'emploi du terme économie de guerre. Bon, il est en moi encore plus, pardonnez-moi, ridicule en ce qui concerne notre situation hexagonale. Mais le problème se pose également dans le cas des Russes. Dans le contexte actuel, il n'y a rien de commun avec la constitution de l'arsenal des démocraties américains ou la conversion de l'essentiel de l'industrie soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce dont il est question ici, c'est d'une mise sous tension maximale de la base industrielle existante, au mieux de son extension partielle, dont la réalité fait débat entre les observateurs spécialisés. Certains experts, tels Pavel Louzine de la Jamestown Foundation, mettent en avant ces nombreuses contraintes, manque structurel de personnel, processus industriels sont obsolètes, dépendance à l'égard des technologies occidentales, en particulier dans le cas des machines-outils ou encore évidemment de l'électronique des systèmes d'armes. Les sanctions pèsent indiscutablement sur de nombreux programmes d'armement russes, on le voit depuis des années, même si, en contrepoint, il apparaît totalement illusoire d'espérer stopper les flux de technologies électroniques duales dans notre économie mondialisée. Ce qui d'ailleurs sert aussi l'Ukraine, concernant les drones. À l'appui de cette thèse, certaines données officielles mettent en exergue une croissance de plus en plus modérée, voire un plateau de la production russe de ces derniers mois. Prenons l'exemple des munitions d'artillerie. L'état-major russe aurait exprimé le besoin de disposer d'environ 5,5 millions d'obus pour 2024 et pour 2025. Son industrie ne pourra lui en fournir en 2024 qu'environ 2,5 millions, soit seulement un quart d'augmentation par rapport à 2023. Un volume de production qui inclut aussi probablement l'indispensable restauration des derniers stocks de vieilles munitions. De sorte que Moscou ne peut poursuivre ses opérations qu'avec une poursuite des livraisons massives de la Corée du Nord, dont la qualité est extraordinairement médiocre. D'autres experts sont plus circonspects. Notent les objectifs de progression des installations industrielles russes, reviennent sur les erreurs tout à fait réelles d'appréciation des Occidentaux quant à la capacité de production des missiles russes. Néanmoins, même dans ce cas, il nous semble que la pleine substitution de la restauration des stocks par des productions de nouveaux matériels paraît trop élevée pour Moscou pour 2025, à intensité de perte équivalente, je précise. Ce d'autant qu'une part non négligeable des capacités des industries russes est consommée par les réparations de matériel endommagé ou usé, qui sont très sous-estimés dans les calculs de perte. Le désarmement du soutien occidental est donc absolument indispensable pour la Russie.
De fait, la question politique en la matière, mais ça je parle sous votre contrôle, est évidemment le facteur le plus déterminant, mais aussi le plus incertain. Alors que la quasi-totalité des opinions publiques, hormis en Italie, reste en faveur du soutien militaire à l'Ukraine, majoritairement, il ne s'agit nulle part de la principale des préoccupations, sauf sur les franges orientales de l'Europe. Ça en soutient à l'Ukraine, otage de configuration politique dont les ressorts le dépassent. Alors c'est en particulier le cas à Washington. L'aide américaine a été massive, surtout en munitions, mais dosée en fonction des risques d'escalade, et parce que l'Ukraine n'est pas son premier sujet de préoccupation, et qu'elle semble avoir des doutes sérieux sur la faculté de Kiev à libérer l'ensemble de son territoire. Son arrêt définitif aurait néanmoins des conséquences énormes sur la suite du conflit, ce qui place l'Europe plus que jamais en première ligne. Certes, on peut se désoler des délais d'obtention des contrats, des financements nécessaires, à l'extension des capacités de production, des multiples défis de rationalisation et d'unité de l'effort, mais ne sont-ils pas consubstantiels au club européen en fait? Le temps de la montée en puissance ne peut être celui du champ de bataille. Avec le recul tout de même, le raidissement des Européens aura été spectaculaire. Sur le plan capacitaire, les BITD européennes, mais aussi celles de l'Ukraine, partent de bien plus loin que leur adversaire. Cependant, la courbe de progression de ces capacités apparaît sur la période 2023-2025, quand vous regardez les chiffres d'objectifs, etc., plus forte que celle de la BITD russe. Empiriquement, tant en volume qu'en diversité de ressources, le soutien européen a quand même d'énormes limites. On peut se risquer à avancer que les capacités ukrainiennes et européennes seules sont en mesure, à condition que l'effort soit consolidé, de permettre à Kiev d'affermir sa posture défensive. Mais les faits ne devraient guère aller au-delà. D'autant qu'une fraction des productions européennes pourrait aller au-delà, au recomplètement des inventaires des armées européennes elles-mêmes. Alors abordons plus succinctement la dimension du moral. Dans le cas présent, à mon sens, elle revêt surtout une réelle criticité pour l'Ukraine. La société et la troupe sont encore très majoritairement déterminées à poursuivre la lutte, même si les critiques à l'égard de la politique suivie ou encore de la corruption des institutions, auxquelles s'ajoute le découragement devant l'échec de la contre-offensive, érodent quelque peu cette détermination. Pour la Russie, sur le terrain, ce que j'appellerais le système de commandement par coercition, en 2023, a montré sa résistance, en dépit des lamentations de la troupe et des désertions croissantes. Rien n'indique une rupture prochaine en la matière, ni sur le champ de bataille, ni sur l'arrière, quel que soit le niveau de soutien réel de la population à l'entreprise sanglante de ses dirigeants. C'est bien la détermination de Poutine et de ses séides qui importe. Enfin, je terminerai avec la dimension mentale. Elle est tout aussi critique. Sur ce plan, l'armée russe n'est plus dans l'état de désorganisation de la fin 2022. Elle a reconstruit une cohérence, une faculté à régénérer son potentiel. Sur le plan opérationnel également, elle s'améliore. Par exemple, l'offensive actuelle dans le Lugansk s'articulerait autour d'un schéma d'attaque coordonné à grande échelle qui n'a encore jamais été organisé par les Russes. Sur le plan tactique, elle montre des facultés d'adaptation, émule les procédés ukrainiens, organise une force à plusieurs vitesses, incluant cyniquement des troupes consommables dont le massacre est préférable à la perte de plus de matériel et surtout de vétérans. Ces piètres performances à l'offensive témoignent néanmoins du caractère encore très partiel de cette adaptation. À cette échelle tactique, les Ukrainiens semblent rester en général plus innovants et flexibles. Ils n'ont toutefois pas résolu tous leurs énormes problèmes d'organisation, notamment d'hétérogénéité de leurs forces, soulignés par les coopérants dès avant la guerre. De plus, démentant les succès de 2022, la conduite de la contre-offensive en 2023 n'a pas convaincu quant à la capacité de la haute hiérarchie ukrainienne à concevoir un art opératif réellement efficace. Et c'est là, in fine, le principal défi militaire. Si les Ukrainiens parviennent à régénérer leur potentiel, à gagner la bataille de l'attrition en 2024-2025, quel concept de campagne leur permettrait de traduire cette usure en succès opérationnel significatif compte tenu de la densité d'une armée russe claquemurée derrière ses champs de mines? La question reste sans réponse en l'état. Bien évidemment, l'énorme succès obtenu en mer Noire, ou encore l'accroissement de la campagne d'interdiction sur le système pétro-gazier russe, mais aussi la famine de missiles qui menace de côté le système de défense antiaérien ukrainien, vont sans doute aussi peser beaucoup dans la balance des potentiels. En conclusion, que retenir de tout ceci? Que la guerre d'usure pour Moscou se joue bien dans les deux domaines que sont la confrontation directe avec l'armée ukrainienne et celle indirecte avec les Occidentaux. À la condition sine qua non que ces derniers, à tout le moins les Européens, consolident leur aide, il n'est pas du tout évident que cette confrontation favorise, au-delà de 2024, une armée russe qui se resoviétise à grands pas, sans disposer de la masse de l'armée rouge, pour reprendre le terme de mon jeune collègue Vincent Touré, qui est spécialiste de la Russie. Une victoire de l'Ukraine est pour autant difficile à concevoir pour l'instant, en raison des énormes défis capacitaires, opérationnels et organisationnels qui se posent à elle. Et parce que, dans l'éventualité où elle parviendrait à les surmonter, l'effet coercitif d'une défaite militaire sur le Kremlin lancé dans la fuite en avant qu'on connaît reste à démontrer. Un tel contexte est de nature à accroître plus encore les tensions, en particulier les tensions d'escalade russe, surtout si un découplage s'opère d'ici là entre les États-Unis et l'Europe.
Notre vieux continent n'a pourtant pas le choix de durcir et de consolider sa posture dans cette confrontation qui dépasse le sort de l'Ukraine, ce d'autant que plus la Russie épuisera ses ressources dans cette guerre, moins les menaces de nouvelles agressions conventionnelles sur les alliés de l'OTAN à l'Est sembleront crédibles, au moins pour la fin de la décennie.